toutes les personnes valides sont des personnes handicapées en devenir ou en puissance. Voilà. Et il y a une forme d'idéologie qui voudrait nous dire « Ah non, en fait, on est invulnérable et tout ». Non, en fait, la plupart des gens ne sont pas invulnérables. Personne n'est invulnérable d'ailleurs. Mais la plupart des gens seront confrontés à un moment donné dans leur vie, soit eux-mêmes directement, soit par leurs proches. Statistiquement, si vous connaissez plus que 6 personnes, vous serez concerné vous-même ou vos proches par la question du handicap à un moment donné dans votre vie. Donc ça, c'est juste pour remettre un peu les pendules à l'heure de en fait, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui n'est pas niche et qui peut potentiellement tous et toutes nous concerner. Super, merci tout le monde, bienvenue à la maison citoyenne ce soir. Donc la maison citoyenne est un lieu associatif culturel géré uniquement par des bénévoles qui existent ici dans le quartier du Nord. Un petit bout d'année et ça fait 1 an et demi qu'on programme des conférences gesticulées ici. Alors, est-ce qu'il y a ici des personnes qui ont déjà vu des conférences gesticulées? Oui. Est-ce que des gens ont envie de se dire c'est quoi avec ces mots gesticulés? Sinon je vous colle. Est-ce qu'il y a des volontaires? Ok, alors une conférence gesticulée. Non mais c'est normal, il n'y a pas de problème. Une conférence gesticulée, c'est pas vraiment une conférence, c'est pas vraiment un spectacle, ça va être une personne qui va incarner sa vie, qui va raconter sa vie, donc un récit de vie, ce qu'on va appeler le savoir chaud. Donc c'est un témoignage que vous avez vécu, que ce soit dans un contexte pro ou perso. Et du savoir chaud, on en a tous et toutes, quel que soit votre niveau d'études, vos origines, vos parcours de vie, vous avez tous du savoir de par les expériences et de par le fait que vous avez une vie. Voilà, ça c'est un des grands principes de l'éducation populaire, qui n'est pas l'éducation pour le peuple, pour les pauvres ou je ne sais quoi, mais vraiment le fait de se dire qu'on est tous et toutes porteurs de savoir, de par nos expériences, et on va les faire se rencontrer et ça va nous faire comprendre des choses et nous rendre plus légitimes pour agir dans ce monde. Donc on va prendre ce savoir chaud, une matière qu'on a vécue, qu'on va mélanger avec le savoir froid, qui sont donc plutôt les chiffres, les théories, des éléments historiques, sociologiques, etc. On va mélanger les deux, on le tresse comme ça, là, avec des fois des petites blagues. Et puis ça fait pas du savoir tiède, mais ça fait de l'orage. Ça crée une explosion et en général ça permet de se dire si j'ai vécu ça, c'est pas que de ma faute, c'est parce qu'il y a un système dans lequel on vit qui crée de la violence sur nos vies. Et donc le nommer, c'est une étape de plus pour agir ensuite. Donc voilà, une conférence gesticulée, c'est un peu ça. Tout le monde est invité à en faire une, et on part du principe que tout le monde peut en faire une. Enfin en tout cas, à partir du moment où vous avez une vie à rajouter, c'est possible. Voilà, à Strasbourg, il y a la coopérative La Braise qui accompagne pour créer une cour gesticulée. On ne le fait pas tout seul, hein. C'est dans un cadre collectif où on s'entraide, on est tous là à brasser nos sujets. Et donc au bout de 6 mois de formation, donc 4 semaines réparties sur 6 mois, pouf, une conférence gesticulée. C'est le cas d'Alexandre en octobre. Du coup, Alexandre a fait sa conf, elle est sortie en octobre 2024, elle est toute fraîche. C'est que la 2e fois qu'il le joue devant des gens. Voilà, et à Strasbourg et en Alsace et dans le Grand Est, on a un collectif où en fait on est plusieurs à avoir fait des confs et on essaye de s'entraider pour se trouver des dates et se pousser pour les jouer parce que c'est bien mignon, mais une fois qu'on repart dans nos vies, on est là non mais finalement j'ai rien à dire. Donc on essaye de se motiver parce qu'on n'est pas des professionnels du spectacle pour se dire allez on prend les salles et on y va, nos vies sont importantes à contrôler. Ça s'accompagne toujours, on aime bien après d'un temps un peu convivial de discussion, puisque l'idée de l'éducation populaire c'est que ça continue après. Là, Alexandre va parler pendant 1 heure et après on pourra discuter si vous en avez l'envie. Par rapport aux masques, du coup ce soir c'est la première fois qu'on met en place comme ça des masques. Et donc c'est un peu pour se protéger collectivement, donc c'est une stratégie d'autodéfense collective. Parce qu'en fait le fait qu'on porte tous et toutes le masque, ben, ça va permettre à Alexandre de le faire en sécurité, de ne pas se mettre en danger pour sa santé et de pouvoir enlever le sien pour pouvoir parler de manière confortable pendant 1 heure. Donc voilà, merci à tous et toutes de jouer le jeu de cette autodéfense collective etc. Et puis c'est un prix libre, il y aura un chapeau à la fin parce que c'est du travail de créer tout ça, de se préparer, de se mettre sur scène tout ça, sans se figurer évidemment. Et puis il y a un petit livre d'or si vous êtes plus à l'aise pour écrire des mots plutôt que venir discuter, c'est aussi possible de s'exprimer comme ça. Voilà, si vous voulez suivre sur les réseaux sociaux, c'est Gesticulation Grand Est et évidemment le site internet Strasbourg Furieuse qui est un site
internet sans Facebook, Instagram, etc. qui permet d'avoir accès aux informations militantes et alternatives de Strasbourg. Et tout le monde peut ajouter des événements dessus. Donc si vous dites « Ah, il manque cet événement-là », vous pouvez l'ajouter vous-même. Je pense que j'ai assez dit. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Non, merci. Super. Et donc on peut encourager... Bon bah du coup, comme a expliqué Lise, moi je tombe le masque, mais ce sera plus agréable pour vous comme pour moi. Et merci du coup de jouer le jeu chacun, chacune, c'est cool. Bon, j'ai pas beaucoup déambulé parce que l'espace est petit et que nous sommes hyper nombreux, ça fait super plaisir. Mais en gros, je m'appelle Alexandre, ça Lise l'a déjà dit, et je suis une personne visiblement handicapée. C'est principalement de ça dont je vais parler aujourd'hui. Aussi, je vais beaucoup regarder mes notes. Mais c'est parce que c'est un peu comme une béquille, et moi je pense que c'est vachement bien quand on a besoin de béquilles, d'utiliser des béquilles, plutôt que de ah non j'ai pas besoin, et puis voilà. Donc je vais le faire de manière totalement assumée et revendiquée et tout ça. Voilà. Moi je suis une personne handicapée, visiblement handicapée, ça se voit pas, c'est moi qui vous le dis, mais de naissance. Ça signifie que, avant d'être l'adulte handicapé que je suis aujourd'hui, j'étais un enfant handicapé. Ça signifie aussi que assez tôt dans ma vie, j'ai compris que avoir un handicap, c'était une caractéristique physique, mais c'était aussi une caractéristique sociale, justement. Et que en fait, les gens avaient une manière de me percevoir ou interagir avec moi qui était teintée, colorée par le fait que j'avais un handicap visible. Voilà, je m'en suis rendu compte assez tôt que ça avait un impact, notamment c'était pas très longtemps après ma rentrée de CP, donc quand on a 6 ans, il y avait une camarade de classe qui s'appelait Valentine, qui m'a demandé « Mais en fait, pourquoi est-ce que tes parents ils t'ont eu toi, s'ils savaient que t'allais être handicapé, plutôt que d'adopter un enfant abandonné qui n'a pas de parents ?» Je pense sous-entendu un enfant abandonné valide. Elle l'a pas dit, mais voilà. Moi j'étais assez perplexe, assez dérangé par cette question aussi. Je savais pas trop quoi lui répondre. Sur le coup, je lui ai répondu en fait mes parents ne savaient pas que j'allais être handicapé. Voilà, factuel, basique. Puis après ça m'a quand même pas mal travaillé cette question. Celle-là et puis celle d'autres fois similaires que j'ai pu avoir dans ma vie. Et je me suis dit mais qu'est-ce que j'aurais pu lui répondre finalement de plus approprié ou de plus juste pour moi. Et la réponse finalement que j'aurais pu lui donner, c'était mais en fait Valentine, pourquoi est-ce que tes parents ils t'ont eu toi plutôt que d'adopter un enfant abandonné qui n'avait pas de parents? Parce que en posant cette question-là en miroir, en fait je me replace, déjà je me protège moi plutôt que de protéger mes parents. Et puis c'est surtout que ça me permet de dire mais en fait pourquoi est-ce que mes parents ils devraient être plus tristes de m'avoir eu moi que tes parents de t'avoir eu toi? Voilà, ce dont je me rends compte aussi, c'est qu'à ce moment-là, Valentine, en fait, elle a que 6 ans. C'est la société qui parle à travers toute sa bouche. C'est pas, enfin, je veux dire, il y a tout le monde qui parle à travers sa bouche. C'est pas elle que je vais blâmer en particulier. C'est juste que à cet âge-là, visiblement, elle avait déjà intériorisé que c'est quand même mieux d'être une personne valide que d'être une personne handicapée. Voilà, ça m'a mené à cette idée, voilà, de cette conviction, c'est même plutôt ça, dont je vais parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, les vies handicapées ne sont pas des vies valides au rabais. Et être une personne handicapée, c'est pas être une personne valide incomplète ou inachevée. C'est juste autre chose. Voilà, donc c'est ça dont je vais parler ce soir avec vous, si vous voulez bien. Si on essaye de compter les personnes handicapées, il y a plusieurs manières de compter. Il y a des manières assez restrictives qui vont être par exemple les personnes qui ont fait un dossier, qui ont une reconnaissance administrative au niveau de l'État de leur handicap. On est à environ 3 millions de personnes en France. Si on compte avec une définition un peu plus large, des personnes qui expriment qu'ils ont une ou plusieurs limitations dans leur vie quotidienne depuis au moins 6 mois, là on bascule à 12 millions de personnes. C'est un peu les manifestants selon la police et selon les syndicats. Voilà. Dans tous les cas, on est quand même sur une bonne grosse manifestation. Parce que 12 millions de personnes, ça fait une personne sur 6. D'habitude, je pose ces trucs-là devant, mais là, on est beaucoup trop nombreux, donc
une personne sur 6, voilà, je vous le montre, et après je le range. Hop, voilà. Une personne sur 6, ça fait 15% de la population. Ce qui est quand même, je sais pas si c'est beaucoup, mais c'est quand même pas tout à fait négligeable. Et puis l'autre chose intéressante au niveau des statistiques, c'est quand même que 85% des handicaps surviennent au cours de la vie. Ça veut dire que les personnes étaient des personnes valides, et puis par le biais d'une maladie, par le biais d'un accident, ou par le biais tout simplement de vieillir, en fait ces personnes-là deviennent des personnes handicapées. Voilà, donc pour moi ces trois statistiques-là, je les trouvais importantes pour commencer, parce que on peut résumer ça par les corps valides sont éphémères. Toutes les personnes valides sont des personnes handicapées en devenir ou en puissance. Voilà. Et il y a une forme d'idéologie qui voudrait nous dire « Ah non, en fait on est invulnérable et tout ». Non, en fait la plupart des gens ne sont pas invulnérables, personne n'est invulnérable d'ailleurs, mais la plupart des gens seront confrontés à un moment donné dans leur vie, soit eux-mêmes directement, soit par leurs proches. Statistiquement, si vous connaissez plus que 6 personnes, vous serez concerné vous-même ou vos proches par la question du handicap à un moment donné dans votre vie. Donc ça, c'est juste pour remettre un peu les pendules à l'heure de, en fait, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui n'est pas niche et qui peut potentiellement tous et toutes nous concerner. Voilà, et donc pour qu'on garde bien ça en tête, tout du long, je vais faire une précaution de vocabulaire et je vais parler des personnes déjà handicapées, ce qui est mon cas, et des personnes encore valides ou valides pour le moment, ce qui peut-être est le cas de certaines d'entre vous, je ne sais pas. Voilà. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on part pas tous et toutes du même point dans la vie, et je vais vous parler un petit peu aussi moi de là où je parle, parce que je pense que c'est important pour comprendre la suite. J'ai déjà donné beaucoup de chiffres, donc je vais pas donner plus de chiffres. Je vais parler de moi, et vous allez faire la petite gymnastique dans votre tête. En fait, je suis un peu le portrait, le contraire du portrait robot d'une personne handicapée en France. Quand je dis ça, ça veut dire que je suis jeune, ça veut dire que je suis une personne handicapée de naissance. Qu'est-ce que je suis quoi? Déjà, j'ai besoin de mon anti-sèche pour te parler de moi, super. Oui, j'ai fait toute ma scolarité avec des enfants encore valides. J'ai un diplôme de l'enseignement supérieur. J'ai un travail. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis propriétaire de mon logement. Voilà, ça c'est un peu qui je suis, et en miroir, l'opposé de la personne handicapée moyenne en France. Là, il y a un truc par contre où là, c'est tristement banal, mais en tant qu'enfant déjà handicapé, j'ai grandi dans une famille où tous les adultes autour de moi étaient des personnes encore valides. J'ai pas grandi avec, dans mon entourage proche, des personnes déjà handicapées ou qui se considéraient comme telles. Voilà. Ça c'est pareil, c'est aussi... Enfin, comment dire, on arrête de faire le portrait statistique. Moi je suis un homme, ce qui est la majorité des personnes handicapées en France aussi, mais je suis un homme trans. C'est pas le sujet principal de ma conférence gesticulée, mais j'ai besoin de vous le dire parce que j'en parlerai un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi. Quand je dis homme trans, c'est juste pour dire, quand j'étais enfant, j'étais une petite fille, on m'a donné un prénom de petite fille, on m'a élevé comme une petite fille, et puis un beau jour, un peu plus tard, à la vingtaine, j'ai décidé de faire mon coming out pour être reconnu par mon entourage, par la société, par les institutions, comme un homme. Voilà. Il y a un énième privilège dont je ne vous ai pas parlé, et je vous demande surtout de ne pas le sous-estimer, c'est que j'ai la capacité physique d'emprunter des escaliers. Et ça, en fait, c'est hyper important parce qu'on vit dans une société qui a une passion des escaliers, qui en met absolument partout, y compris pour accéder à des ascenseurs, quelquefois. Et donc oui, c'est cocasse, mais en même temps, ça signifie quelque chose dans le sens où moi, j'ai accès, je peux grimper des escaliers, je peux accéder à plein de lieux. Et donc en fait, on n'a pas les mêmes expériences sensibles, les mêmes expériences de vie,
selon qu'on ait ou pas cette capacité physique d'emprunter des escaliers. Voilà, donc ça j'avais quand même envie de le poser aussi dès le début, parce que les escaliers c'est vachement utile par exemple pour rentrer dans une école, c'est vachement utile aussi pour rentrer dans un logement, c'est vachement utile aussi pour rentrer dans une université qui te permettra d'avoir un diplôme, qui te permettra d'avoir un travail. C'est vachement utile aussi pour accéder à ton lieu de travail si tu désires travailler. Voilà, donc en fait, selon ou pas qu'on ait cet accès aux escaliers, on peut avoir des parcours vraiment radicalement différents. Voilà. Là, je vous raconte un peu tout ça, mon background. Le fait que je sois le contraire du portrait statistique des personnes handicapées, c'est pas mon mérite. Au contraire, enfin, je ne pense pas, c'est bien d'autres choses. C'est plutôt de la chance. Je suis né dans une famille avec des parents français, blancs, de classe moyenne, voilà, qui avaient un capital culturel, qui travaillaient, qui n'avaient pas de soucis avec l'administration française. Bref, tout un tas de paramètres qui font que, en fait, le parcours que j'ai, il n'est pas le fruit de mon dur travail, je sais pas quoi. Non, il est principalement le fruit de la chance et des privilèges. Voilà, juste aussi pour pas croire que ceci ou cela. Non, et rien de tout ça. Je me rappelle un jour, vous allez voir qu'il y a un lien avec les escaliers, où en fait j'étais avec des amis boire un verre et on était allé dans un bar et en sortant du bar, il y avait 2 marches pour aller entre le trottoir et le bar et donc je me suis levé de mon fauteuil roulant parce que j'utilise aussi un fauteuil roulant et du coup je me lève et je soulève mon fauteuil avec une des personnes qui était avec nous à ce moment-là pour le descendre sur le trottoir et je lui dis: deuxième fois ce soir que tu m'imposes d'emprunter des escaliers. Et elle m'a dit ben ça va, on était là et puis on a pu porter ton fauteuil, tout va bien. Et là je me suis dit mince, il y a un truc, on parle pas de la même chose parce qu'effectivement c'était vrai, on avait passé un bon moment ensemble dans le bar, tout se passe bien et je comprends sa logique, elle se dit bah il peut se lever, il peut emprunter des escaliers, je viens de vous le dire d'ailleurs, on a porté son fauteuil, tout va bien. Sauf qu'en fait moi ce qui me dérangeait dans la situation, c'était pas tant les escaliers que le fait de m'imposer d'emprunter les escaliers. Et que si j'avais pas pu emprunter les escaliers, bah j'aurais pas pu passer cette soirée-là avec mes amis et tout ça. Donc je lui ai fait un peu ce parallèle que je vous fais maintenant. Je lui ai dit oui, toi tu vois 2 marches et tu te dis bah il peut se lever, on porte son fauteuil. Et moi en fait c'est comme si je voyais affiché au lieu de qui est la devanture voilà, du bar qui avait marqué « Tu n'existes pas ». Parce qu'on n'a pas pensé que les gens comme toi, ou qui se déplacent comme toi, voudraient accéder à ce type de lieu. Voilà. En tant que personne déjà handicapée, tu n'existes pas, et que c'est une expérience qui n'est pas unique. C'est une expérience qui est très récurrente, très quotidienne. Qu'est-ce que ça te fait? Et en fait, c'est aussi de ça dont je vais parler, surtout de ça dont je vais parler aujourd'hui. Qu'est-ce que ça me fait à moi, en tant que personne déjà handicapée, d'être confronté à X moments de ma vie à « tu n'existes pas ». Bon, je savais pas si vous verriez, donc j'ai préparé un petit outil pour que vous visualisiez mieux. Hop. Hop. Tu n'existes pas, voilà. À plein d'endroits, en plein d'occasions. Est-ce que ça se passe toujours comme ça? C'est la question que je me suis posée après. Et en fait, si on remonte un peu dans le temps, 2016, à ce moment-là, j'habitais en Irlande et je décide de partir un week-end pour visiter une ville qui s'appelle Galway. Et je visite la ville et notamment j'arrive à l'entrée du campus. Le campus de l'université, il a la réputation d'être mignon, il y a des gargouilles, il y a des vieux bâtiments et tout. Du coup, j'arrive pour visiter le campus. Il y a un plan à l'entrée du campus avec les bâtiments et tout. Et sur le plan, je vois, à la fois dessiné sur le sol et dessiné sur le plan, des pointillés bleus. Et la légende du plan, elle dit « Notre campus est ancien, il n'est pas très accessible, on fait ce qu'on peut. On fait en sorte que le chemin représenté par des pointillés bleus soit toujours accessible de plein pied et qui desserve tous les bâtiments. » Moi j'étais là, j'étais tout seul devant le campus de l'université et je me suis mis à pleurer. En fait, devant le plan du campus. Je me suis dit, waouh,
Mais en fait, c'est ça qui se passe quand quelqu'un, quelque part, a pensé que toi, ou que les gens qui se déplacent comme toi, peuvent être des usagers, finalement, de ce lieu-là, qui va être l'université, mais ça peut marcher dans plein d'espaces. Voilà, que ce soit en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, en tant que personnel, en tant que visiteur, peu importe. J'avais vraiment l'impression de me dire, en fait, tu existes, en fait, nous existons. Et voilà, là, je vais vous faire aussi l'autre moitié pour que vous visualisiez. Voilà, donc c'était pas grand-chose, hein. C'était quelques coups de peinture par terre et le fait d'afficher un truc sur un plan. Donc ça demande un degré de préparation modeste. Mais en fait, aujourd'hui, l'émotion que j'avais ressentie sur ce campus ce jour-là et que je ressens encore, c'est celle de dire, en fait j'ai l'impression d'avoir perçu ce que c'était que les privilèges des personnes valides à ce moment-là. Je me suis dit en fait, les personnes valides, encore valides pour le moment, ce qui leur arrive, c'est que tous les jours de toute leur vie, là où elles vont, elles marchent sur des pointillés bleus invisibles et elles s'en rendent même pas compte. Moi, j'étais un peu jaloux du coup, parce que moi je me dis la seule fois où je les vois, là les pointillés bleus, je me mets à pleurer, enfin j'ai des émotions très fortes, alors même que c'est un truc qui pourrait arriver voilà, à plein de moments. Voilà, du coup on a deux expériences radicalement différentes. On a le bar et on a le campus. Et on va faire les comptes. Bon, l'histoire de Valentine, je pense que c'est un mystère pour personne. Est-ce que je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire? Oui. Bon, parti. Valentine, tu n'existes pas. Voilà. Bon, on continue les comptes. Je vous ai parlé de statistiques beaucoup de fois tout à l'heure. Voilà, elles sont nombreuses. Je pense que factuellement, on est d'accord. On existe, d'un point de vue statistique aussi. Voilà, avec ces deux exemples, je pense qu'on comprend que le problème de l'accessibilité, c'est pas juste un paramètre technique, c'est pas juste... Enfin voilà, c'est pas juste la question de l'accessibilité ou de l'inaccessibilité des lieux. C'est aussi comment on les pense, comment on réfléchit à l'espace public, à l'espace partagé, en fait, entre toutes et tous. Il y a une personne, notamment, qui s'appelle Alice Shepard, qui est une chorégraphe américaine, qui parle de ça. En fait, elle parle notamment du fait que l'accessibilité, c'est pas juste un paramètre technique, c'est aussi une expérience sensible, et c'est aussi une potentialité aussi d'esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, on peut faire des trucs accessibles et beaux. On n'a pas besoin de faire des trucs accessibles et moches. On n'a pas besoin de rendre moches des trucs pour les rendre accessibles ou quoi que ce soit. Donc elle, c'est une chorégraphe, danseuse, et elle a créé un spectacle qui s'appelle Descent. Ce spectacle, en fait, il est fait pour deux danseuses déjà handicapées en fauteuil roulant, dont elle-même. Et la scène de ce spectacle, c'est une rampe. C'est une immense rampe, mais c'est la scène du spectacle. C'est-à-dire que c'est un lieu artistique, créatif, c'est beau, et c'est une rampe. Et en fait, ce que font ces danseuses-là sur cette scène, bah, c'est un spectacle de danse, donc c'est une œuvre sensible, artistique et tout ça. Et les danseuses, ce qu'elles font des choses avec la gravité, elles font des choses avec la vitesse et tout ça, que des danseuses encore valides ne pourraient pas faire sans fauteuil roulant. Voilà, donc c'est l'objectif de se dire, il s'agit de jouir de l'espace public et la scène, et l'espace public, avec nos corps déjà handicapés. Et pas aller s'excuser d'avoir besoin d'accessibilité ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous connaissez ce musée. C'est le musée Guggenheim de New York. C'est toujours Alice Shepard qui en parle. Et en fait, elle explique. Donc c'est un musée, en fait, il est en forme de spirale. Et en fait, c'est une rampe continue sur 5 étages. Il n'y a pas d'escalier. Et en fait, Alice Shepard, elle explique qu'elle, quand elle a visité ce musée... Non, avant que je vous dise ça, il faut que je vous dise que... Donc c'est l'architecte qui a décidé de faire ça. C'était pas
il a fallu qu'on lui a demandé de faire son truc accessible, du coup il a fait ça. Genre il a fait ça, je sais même pas si d'un point de vue légal c'est vraiment accessible. Mais le fait est que c'est une rampe continue sur 5 étages. Et Alice Shepard du coup raconte en fait sa joie à elle immense. Dire, ah c'était une des meilleures descentes de ma vie en fait, quand je me suis fait tout le musée Guggenheim, voilà, tranquille. Et ça, je pense que c'est une joie que les visiteurs, visiteuses du musée qui ont visité le musée sur leurs deux jambes ne connaissent pas. Les pauvres. Leur vie doit être tellement difficile. Voilà, le musée Guggenheim du coup. Bon, ça c'est le musée Guggenheim. Il y a quand même un paquet de fois aussi où... lequel je vais prendre, celui-ci, où on a quand même dû passer par le local à poubelle pour rentrer dans un restaurant encore. De salles de ambiance. Voilà. C'est pas seulement l'espace public, c'est pas seulement sur scène, c'est aussi dans les médias. Je me rappelle, à l'été 2017, j'étais en vacances chez mes parents et on regardait avec ma maman les championnats du monde d'athlétisme. Et ce jour-là, il y a Kevin Mayer qui a remporté la médaille d'or au décathlon. Et en fait, apparemment, il avait fait une performance incroyable. Et du coup, il y avait plein de journalistes, d'experts ou d'anciens athlètes qui se succédaient sur les plateaux pour commenter l'exploit de Kevin Mayer au décathlon. Très bien. Et à un moment donné, il y avait le directeur technique de la Fédération française d'athlétisme qui était là. Donc c'est le directeur de l'athlétisme en France, c'est quelqu'un qui est présent pour son expertise en athlétisme, qui vient parler du fait lui aussi que c'est un exploit et tout. Et en fait, ce monsieur, il avait un de ses bras qui s'arrêtait à peu près au-dessus du poignet. À ce moment-là, je me suis levé, j'ai dit à ma mère, maman, je vais noter quel jour on est. On est le 12 août 2017, parce que c'est la première fois que je vois une personne handicapée en prime time à la télé en train de parler d'autre chose que du handicap, qui est invité pour son expertise professionnelle, enfin voilà. Je ne sais pas quand était la fois précédente, je ne sais pas quand sera la prochaine. Voilà, donc ça, c'était le directeur technique. Vous excuserez mes capacités graphiques modestes, mais voilà. Comme l'a dit Lise tout à l'heure, nous ne sommes pas des professionnels. Chacun a une vie et raconte des trucs, et c'est trop bien. Donc ça, c'était effectivement cette expérience-là, le jour de... Je vais y arriver. Ouais, le 12 août 2017, vous êtes tout taquet. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que même si je regarde pas énormément la télé, je crois pas que ça me soit réarrivé depuis de voir des personnes visiblement handicapées qui sont là à la télé pour parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le handicap. Et c'est pas juste mes sensations personnelles. Il y a l'ARCOM qui a documenté ça. L'ARCOM, c'est l'autorité de régulation des communications. En gros, elle fait des statistiques, elle publie des rapports à intervalles réguliers sur qui prend la parole à la télé française, quelles sont les minorités qu'on voit, celles qu'on voit moins, et ainsi de suite. Dans son dernier rapport, qui date de 2023, l'ARCOM constate que les personnes handicapées en 2022 ont atteint un taux record de représentation dans les antennes françaises de... Hop. Non, c'est pas celui-là. Zut, pardon, excusez-moi. Hop, c'est celui-là. Hop, là. 1% à la télé. Voilà, c'est celui-là. 1%. Bah, tout à l'heure, je vous avais sorti 15%. Voilà, vous imaginez que j'ai encore le 15% dans l'autre main. Voilà, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Je me dis là de nouveau, en fait, moi, j'ai pas besoin que la télé parle spécialement de moi. Mais j'aimerais bien, de temps en temps aussi, qu'elle puisse parler de moi ou s'adresser à moi ou partir du principe que des personnes comme moi regardent la télévision. Voilà, donc il y a un peu une forme d'anomalie statistique, j'ai l'impression, à cet endroit-là. Une personne sur 100 représentée dans les grands médias et une personne sur 6 dans la population générale. Donc ça me posait quand même un peu question, cet écart de représentation par rapport à ça. Je crois qu'il faut quand même que je prenne un petit morceau là. Une personne sur 100 à la télé. Allez hop, c'est parfait. Voilà. Bon, du coup, si je récapitule, c'est pas seulement dans l'espace public, c'est pas seulement dans les médias ou à la télé, ça va être de manière plus générale sur
les représentations culturelles, au sens le plus large. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Oui, c'est petit, nous sommes nombreux et c'est loin. C'est Antonio Gramsci. C'est une photo en noir et blanc qui a été prise il y a un siècle, donc c'est pour ça aussi qu'on la voit pas hyper bien. Antonio Gramsci, moi, ce que je connaissais de lui, c'est que c'était un dirigeant communiste italien au début du XXe siècle, antifasciste, et qu'il a passé 10 ans dans les geôles de Mussolini. Je connaissais ça de lui. Et un jour, il m'est arrivé un accident. C'est qu'en fait, je lisais un roman, je lisais L'Art de la joie de Goliarda Sapienza, qui m'a donné l'idée de ce titre de conférence gesticulée. Et en fait, à un moment donné, c'est un roman du coup qui se passe au XXe siècle en Sicile. C'est tout à fait anecdotique, mais à un moment donné, la narratrice rencontre Gramsci, et donc elle fait une description physique de Gramsci en une phrase. Et moi, je lis cette phrase, je me dis, mais en fait, Gramsci est visiblement handicapé. Comment ça se fait que je découvre ça totalement par hasard en lisant un beau jour L'Art de la joie? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on estime que c'est important de préciser que Gramsci, il vient d'une famille prolétaire et qu'on ne se dit pas, ah mais en fait c'était une personne déjà handicapée et il l'a été quasiment toute sa vie. Et donc en fait, tout le militantisme qu'il a fait, toutes les prises de position politiques qu'il a eues, il les a eues en tant que personne déjà handicapée. Puis en plus ça fait un peu de représentation assez positive aussi, par rapport peut-être à d'autres personnages. Gramsci du coup. Et je me disais, c'est quand même bizarre que j'apprenne ça vraiment par hasard. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était absolument pas un accident, absolument pas un oubli malheureux des biographes de Gramsci, d'avoir précisé ça. En plus, c'est pas secret, hein, c'est écrit sur sa page Wikipédia qu'il était handicapé. Enfin, c'est une information publique. Je suis pas allé chercher des trucs cachés et compliqués. Et en fait, je me suis dit, c'est pas la première fois que je découvre un peu par accident qu'une personne politique, artiste, personnage historique, voilà, peu importe, était en fait une personne handicapée. Mais collectivement, socialement, on estime que c'est pas forcément une information pertinente ou intéressante à accoler avec l'identité ou les activités de cette personne. Pour moi, si on le fait pas, il y a potentiellement deux raisons. Une première, ce serait celle de vouloir effacer certaines personnes de notre histoire collective parce que ça nous arrange bien. Ça arrive à d'autres minorités aussi. Une autre piste, ça pourrait être de artificiellement passer sous silence en fait l'identité déjà handicapée d'une personne et de les rendre valides ou de les rendre blancs ou de les rendre riches. Enfin bref, il y a tout un tas de manières de faire, ou de les rendre hétérosexuels, enfin bref. Voilà. Et en fait, à la fin, ça a quoi comme conséquence? Ça a comme conséquence que on se retrouve avec des représentations culturelles, une histoire collective et tout ça, qui est artificiellement remplie de hommes, blancs, cisgenres, bourgeois, hétérosexuels, valides, encore valides. Et alors qu'en fait, en vrai, la réalité, elle est beaucoup plus nuancée, elle est beaucoup plus complexe, et notre histoire collective, en fait, elle est faite aussi de plein de gens qui ont été effacés, de plein de gens dont on a silencié plus ou moins volontairement tout ou partie de l'identité, alors même que ça peut être important. Enfin, moi d'ailleurs, c'était ça qui m'énervait un peu. Je me disais, mais en fait, je pense que Gramsci, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là, un petit. Gramsci, c'est quand même possible que lui aussi, dans sa vie, il y ait des moments où il s'est dit, j'ai un peu l'impression de voir des tu n'existes pas partout, voilà. Et pourquoi est-ce que je parle de ça et du lien avec Gramsci? C'est que Gramsci, donc, il a théorisé plein de trucs. Quand tu passes 10 ans en prison, en fait, t'as le temps de théoriser pas mal de trucs. Et parmi plein de choses, une des notions qu'il a théorisées, c'est celle d'hégémonie culturelle. L'hégémonie culturelle, en fait, c'est... Enfin, moi, ce que j'ai compris de l'hégémonie culturelle d'après Gramsci, mais j'ai quand même ma feuille, donc vous voyez comment je suis très sûr de moi. La culture, elle est associée au pouvoir dominant. Et en fait, l'hégémonie culturelle, c'est la capacité d'une classe sociale à imposer ses idées, sa grille de lecture sur le monde et tout ça aux autres, mais comme si c'était naturel, sans en avoir l'air. Voilà. Du coup, moi, je me dis, en fait, Gramsci qui a théorisé la notion d'hégémonie culturelle, c'est peut-être pas anodin, finalement. Même s'il l'a théorisé en parlant des bourgeois qu'il l'ait théorisé, et de se dire, en fait, oui, en tant que personne qui, peut-être, a vu des tu n'existes pas à certains endroits dans ta vie,
peut-être que tu dis, ah, il y a un truc qui se joue à cet endroit-là et j'aimerais bien aller le creuser. Moi, j'ai l'impression que ce que Gramsci a écrit sur la classe bourgeoise, on pourrait en fait en dire autant de la classe valide, de la classe des personnes encore valides, qui exercent elles aussi en fait une domination sans en avoir l'air. C'est cette idée par exemple qui a l'air indiscutable dans nos sociétés en tout cas, que c'est mieux d'être une personne valide que d'être une personne handicapée. C'est mieux d'être une personne encore valide que d'être une personne déjà handicapée. Et en fait ça c'est l'hégémonie culturelle valide en train de s'appliquer. Voilà. Je vous ai raconté tout ça, un peu je suis passé par un chemin théorique pour vous raconter tout ça. Mais c'est aussi des choses que j'ai expérimentées de manière plus physique et incarnée. Et en ce qui me concerne, c'est passé par la pratique sportive. C'est-à-dire que, bon voilà, d'un côté, on a l'hégémonie culturelle valide, et puis de l'autre, on a peut-être une culture handi, minoritaire, mais qui pourrait exister. Et moi, là où je l'ai un peu touché du doigt, bah justement, c'est dans ma pratique sportive. Ma pratique sportive, notamment en non-mixité entre personnes déjà handicapées. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un enfant handicapé, et du coup, j'ai passé pas mal de temps pendant mon enfance à essayer de m'infiltrer dans des clubs sportifs valides, avec plus ou moins de succès. Mais comme j'insistais et que j'avais la capacité physique d'emprunter des escaliers, souvent j'y arrivais quand même d'une certaine manière. Il faut dire aussi que souvent les profs étaient accueillants, c'était vraiment pas forcément ça le problème, parfois mais pas toujours. En tout cas, le problème il n'était pas là, le problème il était qu'une fois que tu arrives, par exemple, à un moment donné j'ai pratiqué l'escrime. Donc l'escrime, je pense que vous voyez comment c'est, on a une arme dans la main, là on est tout en blanc et tout, et le principe c'est quand même de se déplacer en pas chassé. Vous m'avez vu me déplacer un peu là dans cet espace, je suis pas hyper doué en déplacement en pas chassé. Et donc en fait, j'avais beau connaître le mouvement qu'il fallait faire avec l'épée, le pas de devant, je sais pas quoi, voilà. En fait, à la fin, j'avais beau faire un certain nombre d'efforts et tout, à la fin, je faisais pas un beau combat, je faisais pas une belle prestation sportive. Donc on me disait ouais bien sûr tu peux venir au club d'escrime, pas de problème et tout. Mais sauf qu'à la fin, tu te retrouves à devoir improviser en direct comment faire pour que les gestes qui sont proposés marchent plus ou moins avec ta façon de faire. Plus ou moins quoi, donc parfois oui, parfois non, voilà. Et en fait c'était ça, on me dit ouais tu peux venir, mais sauf qu'à la fin, pour que ça marche, il aurait fallu que j'arrive à me fondre dans le moule des enfants encore valides qui peuplaient là le club d'escrime, et pour plein d'autres sports ça vaut également. Hyper cool pour l'estime de toi quand tu te dis ouais tu peux venir, mais bon tu vas galérer de fou quoi, voilà. Du coup ce qui s'est passé c'est qu'à l'âge adulte j'ai envie de faire des sports d'équipe, et là dans mon expérience antérieure je me suis dit ça va pas être possible de faire du sport d'équipe en dissolution avec des personnes encore valides, donc il fallait aller faire du handisport. À ce moment là du coup je suis allé faire du basket fauteuil. Pourquoi est-ce que je suis allé faire du basket fauteuil? J'avais pas spécialement d'attrait pour le basket fauteuil, ni même pour le basket debout d'ailleurs, mais il se trouve qu'il y avait un club dans la ville où j'habitais, et du coup j'ai fait du basket fauteuil. Voilà. Et en fait je suis arrivé, et là, mais la révélation. Ah mais en fait, j'ai pas besoin au moment où on me donne les consignes de réfléchir tout de suite à une manière de faire pour que ça fonctionne plus ou moins avec ma façon de me déplacer, de bouger, tout ça. En fait, les consignes ont été inventées pour que des gens comme moi, ou qui se déplacent comme moi, puissent pratiquer ce sport. Mais c'est hyper reposant. C'est vraiment tellement agréable. Je pense que je ne pourrais plus faire du sport avec des personnes valides. Enfin, en tout cas, ça demande beaucoup plus d'efforts maintenant que je sais le luxe que ça peut être de faire du sport quand la pratique sportive a été pensée aussi pour toi ou pour les gens comme toi. Voilà donc le basket fauteuil. Hop. Hop. Bon par contre au basket fauteuil, j'étais nul, mais j'étais vraiment mauvais. À tel point qu'au bout de quelques mois, il y a mon coach qui est venu me voir gentiment et qui m'a dit mais Alexandre je comprends pas, tu t'entraînes depuis plusieurs mois, tu progresses pas.
c'est pas normal, est-ce que tu crois pas que t'es handicapé des bras? En fait, la réponse était oui, mais je ne le savais pas. Mais du coup, je me suis dit, bon, si t'as envie, en fait, de faire un sport d'équipe, que t'as beaucoup de difficultés avec une balle, en fait, à ma connaissance, il reste une seule discipline, c'est le rugby fauteuil. Le rugby fauteuil, je vais pas vous raconter toutes les règles. Ce qui est important de savoir, c'est que ça a été créé par et pour des personnes qui avaient un handicap aux 4 membres, donc les jambes et les bras. Et ça veut dire aussi que c'est les seuls joueurs qui sont éligibles pour ce sport. Ça veut dire que, par exemple, des personnes qui ont juste un handicap aux jambes ne peuvent pas jouer au rugby fauteuil. Ils sont considérés comme non éligibles. Voilà. Ils ont qu'à aller faire autre chose, par exemple du basket fauteuil. Voilà. Ou autre chose, hein, mais juste une idée comme ça. Voilà. Donc moi, je me rappelle très bien la première fois que j'ai joué au rugby fauteuil. Parce que, en fait, à ce moment-là, j'habitais à Strasbourg, j'habite toujours à Strasbourg, et les 3 équipes les plus proches en France, c'était Lille, Paris et du côté de Dijon. Autant dire que c'est vachement pratique. Hop. Du coup, j'avais un peu renoncé à cette grande carrière en rugby fauteuil. Mais retournement de situation, il y a eu un événement de démonstration à Offenbourg, donc en Allemagne, pas trop loin. Et du coup, je pouvais y aller. Donc j'y suis allé, même s'il fallait parler allemand. Et je suis venu. Voilà. Donc j'arrive à cet événement. Et il y avait parmi les organisateurs, organisatrices de cette... en gros, c'était un événement de découverte, donc il y avait un peu des joueurs déjà expérimentés. Et il y avait le coach de l'équipe nationale d'Allemagne. Donc autant dire que cette personne-là, elle a vu passer beaucoup de joueurs et elle sait assez vite qui sont les personnes éligibles et qui sont les personnes pas éligibles. J'arrive. Hallo, ich bin Alexandre. Ich möchte Rugby spielen. Déjà, j'arrive debout. Il me fait, oh, je pense que tu vas être trop valide pour jouer. Voilà. Mais bon, maintenant que t'es là, on va essayer, hein. On va trouver un fauteuil à ta taille. Assieds-toi, essaye. Soit dit au passage, assieds-toi, essaye. C'est quand même vachement plus émancipateur que lève-toi et marche. Voilà, ça c'est juste ma... Hop. Donc on fait ça, c'est ça qui se passe, on trouve un fauteuil à ma taille, je m'assieds, je joue, et en fait c'était hyper cool, j'ai vraiment passé un hyper bon moment, mais j'étais hyper stressé. En fait à la fin du test, quoi, je retourne voir le sélectionneur, je me dis mince, j'ai passé un super bon moment, enfin rappelez-vous de l'enjeu quoi, je suis nul au basket, je viens de passer un super bon moment, mais j'ai peur d'être trop valide pour jouer au rugby fauteuil. Donc je vais le voir et en fait il me dit ah ben du hast viel Problem mit dem Ball. Et oui effectivement, genre zéro coordination, je sursaute tout le temps. Oui effectivement, il m'a dit c'est bon, pas de problème, t'es éligible. Yeah, j'étais éligible au rugby fauteuil. Je me disais c'est bon, j'ai pas besoin de choisir quel doigt je vais me faire amputer. Je suis éligible au rugby fauteuil, je peux jouer au rugby fauteuil. Voilà. Donc ça c'était quand même une grande joie. Voilà, ça c'est moi en train de jouer au rugby fauteuil. On continue à parler un peu de rugby fauteuil. En 2017, j'ai assisté au championnat d'Europe, donc en tant que spectateur. Comment dire, il y avait plusieurs matchs qui s'enchaînaient. Il y avait les équipes, les meilleures équipes d'Europe, donc il y avait quand même pas mal de joueurs, enfin c'était un gros événement, et du coup il y avait un peu de public. Donc moi du coup, mais aussi d'autres gens. Et du coup pour que le public reste entre les différents matchs qui s'enchaînent dans la journée, il y avait des petites animations. Et aussi à l'intérieur des matchs, ah oui, donc je vais pas vous raconter toutes les règles. Un match de rugby fauteuil, il y a 4 cartons de 8 minutes et il y a des pauses de 2 minutes entre. Pendant ces petites pauses de 2 minutes, il y a eu un spectacle de Pom-Pom Girl. Et je me suis dit, c'est bizarre, ça me met mal à l'aise, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je me suis posé la question. Je me suis dit, oui, donc il faut aussi que je vous dise, en rugby fauteuil, c'est officiellement mixte à tous les niveaux de compétition. Même aux Paralympiques, qui est le plus haut niveau de compétition. Il se trouve que quand même c'est très majoritairement masculin. Il y a quelques sélections nationales dans lesquelles il y a 1 ou 2 joueuses, mais globalement
c'est quand même très masculin. Mais officiellement, c'est mixte. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est un truc un peu misogyne? Genre, on met les mecs dans la partie importante et intéressante, et on met les nanas juste au milieu, là, dans les petits intervalles de 2 minutes pour le divertissement. Ouais, peut-être que c'était une piste. Mais c'était pas que ça, quand même. Il y avait autre chose. Parmi les autres choses, en rugby fauteuil, un des grands atouts, je trouve, de cette discipline, c'est qu'en fait, on peut faire jouer sur le même terrain quelqu'un qui a 2 mains et pas de coordination, ce qui est mon cas, quelqu'un qui a une seule main et quelqu'un qui a aucune main. En fait, il y a une énorme diversité des corps qui sont éligibles et qui peuvent jouer. Et là, c'est pareil, je me disais, en fait, pourquoi on se retrouve avec un spectacle, on va dire, qui... on met l'incarnation de la beauté très normative et tout ça, avec des corps hyper normés, hyper stéréotypés. Je me suis dit, en fait, c'est hyper aliénant, mais y compris pour les personnes qui incarnent cette norme, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager un groupe de pom-pom mixte et ou avec des diversités de corps beaucoup plus larges? Je pense qu'on peut faire mieux, qu'on aurait pu faire mieux. Et parce que là, en fait, j'étais au championnat d'Europe de rugby fauteuil, et j'avais un peu l'impression qu'il y avait la petite banderole, là, tu n'existes pas, au-dessus du terrain, pendant les petits intervalles où on avait le droit au show des pom-pom girls. Voilà, donc je pense qu'on peut faire mieux. On a déjà fait mieux. Il faut quand même que j'en prenne un pour moi, là, parce que quand il y avait la petite banderole sur moi, au-dessus de nous, je veux dire. Hop, on continue cette affaire. Ça va aller. Donc en fait, moi en tant que joueur, j'ai participé à d'autres compétitions à un niveau moins élevé, mais dans lesquelles c'était organisé pareil, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs matchs qui s'enchaînaient dans la journée, et du coup, c'était aussi ouvert au public, même s'il y avait un peu moins de public, et du coup, nous aussi, on avait décidé de faire des petites animations, entre guillemets, pour les gens entre 2 matchs et tout, voilà. Une de ces animations, c'était la compétition des mécanos. Pareil, je vous ai pas dit grand-chose au niveau du rugby fauteuil. C'est un sport de contact. C'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus drôle que le basket à mon avis, mais avis très subjectif. En tout cas, il faut voir ça un peu comme des autotamponneuses à propulsion manuelle. Donc on se rentre dedans beaucoup et souvent. Et il y a des chutes aussi beaucoup et souvent. Et du coup, en fait, si t'as pas de mécanicien, littéralement, en fait, tu vas être forfait avant la fin de ton premier match. Parce que notamment les crevaisons, c'est quelque chose qui arrive plusieurs fois par match. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui peut te réparer ta roue au fur et à mesure, bah juste t'es forfait, voilà, c'est dommage. Donc en fait, c'est hyper important le rôle des mécaniciens, mais c'est un rôle qui est assez invisibilisé parce que bah voilà, ils sont sur le bord du terrain et ils réparent des chambres à air. En match, en fait, si jamais t'es en train de jouer et puis t'as une crevaison, t'appelles un équipement et tu dis j'ai besoin d'une roue, l'arbitre arrête le temps, le mécanicien intervient, il change ta roue, il a 1 minute pour remplacer ta roue. C'est pas à ce moment-là où il la répare, mais voilà. Et après, il repart et le match reprend. Donc après, il va réparer ses roues pour avoir toujours des roues d'avance, voilà. Donc c'est hyper important comme rôle, c'est hyper stratégique. Il faut avoir un bon mécanicien. Et du coup, ce jour-là, c'était une compétition des mécaniciens. Ils avaient chacun un petit stand comme ça, avec un peu de matériel, une pompe, quelques démons de pneus et tout. Et il y a eu un chrono, un top départ, et c'est à qui serait le plus rapide pour démonter une roue, remplacer la chambre à air, remonter la roue, la gonfler, enfin bon voilà, qu'elle soit prête à l'emploi. Et en fait, ça faisait comme une petite compétition à suspense à l'intérieur de la compétition avec un peu plus d'enjeux. C'était hyper chou en fait comme moment parce que les mécaniciens c'était des personnes hyper différentes. En fait, sur ce jour-là, il y avait à la fois le mécanicien officiel de l'équipe de France, il a une 60aine d'années, il est parti aux Jeux Paralympiques. Genre, c'est bon, il est posé, enfin voilà. Et puis il y avait un jeune de 19 ans qui était en service civique. Bon, en fait, lui, il aime bien bricoler des vélos. Et donc, du coup, il était mécano d'une des équipes. Et en fait, ils étaient côte à côte, sous les spotlights, pendant cette compétition. Et du coup, c'était hyper réjouissant de voir ça, en fait, de voir aussi les interactions, de les voir aussi dans leur diversité. Et puis ce qui était assez chouette aussi, c'est qu'en fait, ils étaient mis en avant pour une fois à ce moment-là. Alors que c'est pas forcément le truc auquel on se pense. Il n'y a pas beaucoup de public, nous, quand on jouait en National 2. Donc en fait, les joueurs, on était là aussi en train de dire « Ouais, vas-y, tu peux le faire, dépêche !» Bon voilà, tout le monde était au taquet, genre, c'est vraiment un moment assez convivial. Et en fait, c'est ça, pour moi, ça fait partie de construire aussi peut-être une culture handi. C'est pas ouf comme illustration, mais il faudra s'en accommoder.
C'est à l'envers. Voilà, un truc auquel ça m'a fait penser cet événement, où c'était vraiment, tout le monde était ensemble en train de célébrer la même chose. C'était quand j'étais en Irlande, dans un centre culturel que je fréquentais, il y avait ce slogan « Communities make culture, culture makes communities ». Donc si on traduit, ça pourrait être les communautés fabriquent une culture, et le fait d'avoir une culture en commun fait qu'on fabrique de la communauté aussi. Et ça fonctionne dans les deux sens. Et en fait, ce que je trouvais hyper chouette là-dedans, c'était que, en fait, on était en train de créer ça, et je vous l'ai pas dit non plus, mais les mécaniciens à ce moment-là, à ma connaissance, c'était tous et toutes des personnes encore valides. Donc en fait, il s'agit pas de faire du séparatisme handi, il s'agit pas d'exclure les personnes encore valides de certains événements de culture handi. On n'est pas comme ça. C'était vraiment... Enfin voilà, le fait qu'en tant que personne encore valide, tu peux trouver du sens et de l'intérêt dans le fait de participer et de contribuer à quelque chose de collectif autour d'une culture handi. J'ai trouvé ça assez chouette. Et en fait, cette expérience de communauté en non-mixité choisie, moi, ça faisait écho à un autre endroit où je l'avais expérimenté dans ma vie. C'est pour ça que je vous ai fait mon coming out trans tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est au moment où j'ai fait mon coming out trans que j'ai expérimenté, en fait, pour la première fois, cette idée de rencontrer des personnes avec qui tu partages quelque chose pour essayer de politiser une identité, de construire quelque chose. Et en fait, ce qui m'a un peu étonné, en tout cas, c'est que moi, le mot de transphobie, je le connaissais déjà avant de faire mon coming out trans. La transphobie, c'est le fait de traiter différemment ou de discriminer une personne parce qu'on pense ou qu'on sait qu'elle est trans. Ce mot-là, je le connaissais. Et en fait, pour la question du handicap, je connaissais pas le mot. Ce mot, je l'ai découvert plus tard, quand j'avais une vingtaine d'années aussi. Ce mot-là, c'est validisme. Et en fait, le mot validisme, il a été utilisé en français pour la première fois en 2004. C'était dans une brochure. C'était dans cette petite brochure. Une brochure de Zig Blanquer qui s'appelle « La culture du valide occidental ». Et en fait, c'était la première occurrence, en tout cas trouvée, tracée, du mot validisme en français. Et Zig Blanquer, qui est la personne qui a écrit cette brochure, qui est un militant aussi des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il écrit « La culture du valide est partout mais ne se dit pas. Le validisme, la norme des valides, c'est le fonctionnement de tout le monde. Tout le monde sauf les autres, c'est-à-dire les anormaux anormales, les résidus défectueux de la société validiste, les handicapés. » Et en fait, je me suis dit, mais ouais, en fait, le mot et la description qu'il en donnait, ça me permettait de faire du lien entre différentes expériences que j'avais pu vivre, notamment. Et en fait, ça me permettait de me dire, déjà, c'est pas dans ma tête, déjà, il y a d'autres gens qui partagent cette analyse, de couper une forme d'isolement ou de « est-ce que je suis parano ?» Non, il y a des faits. Et puis, en fait, ça me permettait de donner du sens aussi à des expériences qui me semblaient être séparées les unes des autres, mais qui en fait étaient portées derrière par la même chose qu'on pourrait qualifier, du coup, cette hégémonie culturelle valide. Mais ça me permettait, en fait, le fait d'avoir le mot et d'avoir l'analyse de quelqu'un d'autre, de dire, ouais, en fait, c'est un vrai truc, c'est une hégémonie culturelle valide, et qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est normal de pas en vouloir. Enfin, voilà. Juste, c'était une révélation de trouver ce mot. Et je me rends compte que j'ai encore du chemin là-dessus à faire. Illustration. En fait, quand on a commencé la formation des conférences gesticulées, il y a à peu près 1 an, c'était mardi. Donc on avait commencé la formation la veille, donc on connaissait un peu les gens, mais depuis la veille. Et à un moment donné, dans un exercice, on devait réfléchir à certaines anecdotes et tout. Bon, c'était encore très flou dans ma tête, mais j'avais passé un peu de temps à réfléchir à l'histoire de Valentine dont je vous ai parlé tout à l'heure, en me disant, en fait, j'aimerais bien que les gens prennent conscience du fait que certaines questions sont violentes. C'était pas hyper clair dans ma tête, mais c'était un peu ça mon idée. Donc je réfléchis à mon truc et tout. Le mardi soir, on est plusieurs personnes à repartir et à prendre le tram dans la même direction. Et là, dans le tram, il y a une des personnes avec qui on fait la formation, qui me dit, le tram bondé, évidemment, qui me dit, mais Alexandre, pourquoi t'as un fauteuil roulant? Voilà. Mais moi, fort de toute ma réflexion de l'après-midi même, je dis, oh,
Mais tu veux savoir quoi, en fait? Tu veux savoir si mes parents anti-vax m'ont laissé attraper la méningite? Tu veux savoir si j'ai tué mon propre frère dans un accident de voiture? Tu veux savoir si j'ai été victime d'une erreur médicale? Tu veux savoir quoi, le nom de ma maladie génétique pour pouvoir briller au Scrabble? C'est quoi en fait que tu veux savoir? C'est quoi l'idée? Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais... bref, comme à Valentine, comme à bien d'autres, je lui ai répondu sans vraiment lui répondre. Bref, en tout cas, c'était elle qui me posait des questions nulles. Et c'était moi qui étais mal à l'aise, qui était gêné. Voilà, c'était vraiment un moment formidable. Le lendemain, on est encore en formation. Et à un moment donné, lors d'un exercice, on doit dire quelque chose par rapport à notre prénom. Du coup, à ce moment-là, je décide de faire mon coming out trans aux gens, parce que l'anecdote que je raconte par rapport à mon prénom Alexandre, bref, c'est en lien au fait que j'ai changé de prénom au cours de ma vie. Et j'y peux rien, c'est la même personne, mais elle me dit, c'était quoi ton prénom de naissance? Et là, en fait, c'est simple. Je lui ai juste dit, c'est pas un sujet. Et effectivement, c'était objectivement pas un sujet. Du coup, ça m'a un peu interrogé. Je me suis dit, comment dire? Dans les deux cas, c'est des questions que j'ai déjà eues et que j'aurai encore. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'au bout de 32 ans, quand on me pose des questions sur mon handicap, je n'arrive pas à dire aux gens, mais en fait, juste, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas du small talk. Et par contre, quand on me dit, des questions sur ma transidentité, là, c'est bon, j'arrive à dire, ce n'est pas un sujet. Et effectivement, ce n'est pas un sujet à ce moment-là. Et en fait, pour moi, la question, enfin, une des pistes en tout cas, c'est cette question de la communauté. C'est qu'en fait, en tant que personne trans, j'ai eu accès à des espaces de communauté où on se regroupait pour militer, pour politiser aussi une identité. Et cet exemple du prénom, pour moi, il est hyper parlant. C'est qu'en fait, c'est un peu une règle tacite, en tout cas, enfin, entre personnes trans, de dire on n'a pas d'obligation de parler de nos prénoms de naissance. Et peut-être que toi, t'es à un moment donné dans ta vie où c'est OK pour toi de dire ton prénom de naissance, mais par esprit collectif, en fait, c'est une protection qui est à la fois individuelle et collective. On va se dire, en fait, non, ça c'est une question à laquelle on préfère ne pas répondre. Bon, du coup, j'ai vu ça, j'ai vu d'autres gens faire ça, j'ai vu d'autres gens l'expérimenter, j'ai vu d'autres gens réussir à poser leurs limites et voir en fait qu'il ne se passe rien. Quand les gens, tu leur dis ce n'est pas un sujet, c'est quand même très rare qu'ils disent si, c'est vraiment un sujet, j'ai vraiment besoin de savoir. Ce n'est pas un sujet, voilà, tu poses tes limites. Voilà. Et en fait, moi, en tant que personne handicapée, j'ai jamais eu à faire un coming out, et pourtant j'ai jamais eu accès à ça. J'ai jamais eu accès à cet espace collectif où on allait politiser notre identité et se dire en fait moi quand on me pose telle question ça m'énerve, ouais moi aussi, est-ce qu'on ferait pas un truc un peu collectif pour que les gens arrêtent de poser des questions qu'on trouve nulles. J'ai pas eu accès à cet espace là. Quand je me regroupais avec des personnes pour faire du sport, c'était cool, on faisait du sport, mais ça s'est arrêté là. On n'était pas sur un degré militant ou politique ou quoi que ce soit. On était juste, et c'est déjà pas mal, sur quelque chose de la convivialité, d'un moment sympa et tout ça. Et en fait, je me rends compte que c'est ça qui m'a manqué et qui me manque encore aujourd'hui, d'accéder à des espaces comme ça où on puisse politiser ensemble nos identités et en faire quelque chose de politique et sortir d'un truc très individuel de oh là là la tragédie individuelle ou l'accident, je sais pas quoi. Non, en fait c'est un truc collectif, une personne sur 6. Faut qu'on ait des discussions de société sur ces thématiques là et entre nous aussi en non-mixité choisie si on le souhaite. Voilà. Et du coup ça a fait vachement écho en moi quand j'ai découvert le texte d'une personne qui s'appelle Leah Lakshmi Piepzna Samarasena. C'est une activiste américaine, elle est poétesse aussi, et elle a écrit si on a des ancêtres et qu'on s'inscrit dans un lignage, ça veut dire qu'on peut pas être une anomalie médicale, seule, unique, une personne cassée à réparer. Dire qu'on a un passé et un futur, c'est dire qu'on a une culture. Et ça, c'est puissant. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est un truc là qui me manque, c'est que, ok, mes camarades de sport qui ont à peu près mon âge, plus ou moins 10, 15, 20 ans, mais quand même, on est à la même époque et on est en train de faire nos trucs là maintenant dans les années 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé avant ? En fait, j'ai du mal à le savoir. Qui sont les personnes qui m'ont précédé ? Qui sont les personnes ? Est-ce qu'il y en avait ? Oui. Est-ce qu'elles ont milité ? En fait, oui. Qu'est-ce qu'elles ont dit ? Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Et il y a un grand vide à cet endroit-là, en fait, en termes de connaissances militantes ou même juste culturelles, de savoir qui sont
les personnes auprès de qui on peut se référer, quoi, nos exemples, nos modèles, nos ancêtres, voilà. Et je me suis dit, en fait là je vais m'inspirer de certaines pratiques, on va dire de la communauté LGBT justement, l'LGBT, lesbienne, gay, bi, trans. En fait ouais, si jamais les liens sont rompus, les liens intergénérationnels, ben on va les refabriquer, de gré ou de force, avec ce petit arbre généalogique. On va les refabriquer parce qu'en fait, dans la communauté LGBT, il y a cette histoire de famille choisie qui est assez importante. Et je me dis en fait c'est ça, c'est que on n'arrive pas à trouver qui sont nos ancêtres, qui sont les personnes qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'elles ont fait, comment est-ce qu'elles l'ont fait, pourquoi est-ce qu'elles l'ont fait, quelles analyses elles avaient, est-ce qu'elles s'appliquent encore aujourd'hui. Il y a un grand vide et en fait il faut recréer ces liens, de gré ou de force, j'ai envie de dire. Et justement, l'année dernière, j'ai appris que Antoine, donc le fils d'une de mes amies, avait eu un accident à la crèche et qu'il risquait de se faire amputer d'un doigt. Et en fait, au moment où j'ai appris ça, c'était juste après l'accident, donc ils étaient encore dans la prise en charge, ils savaient pas est-ce qu'il allait être amputé du doigt ou pas et tout, voilà. Je me suis dit, oh mon Dieu, il faut absolument que j'écrive une lettre à Antoine et à ses parents. J'ai écrit une lettre à Antoine et à ses parents. Pourquoi est-ce que je voulais faire ça? Je me disais, en fait, là, les parents, ils sont dans le stress, ils savent pas ce qui va arriver à leur enfant, voilà, la prise en charge, ça peut être hyper anxiogène et tout. Potentiellement, ils vont être exposés à plein de discours, notamment des discours médicaux qui peuvent être hyper alarmistes. Et moi, j'ai envie de leur faire entendre une autre voix. Et surtout, j'ai aussi l'impression que je peux être légitime, moi, en tant que ami des parents, adulte, déjà handicapé, qui a été aussi un enfant handicapé. Je me suis dit, si je leur dis un truc, je suis crédible, quoi. Voilà. Donc j'ai écrit cette lettre. Et le message principal, en fait, que je voulais leur faire passer, c'était de se dire, il n'y a pas de fatalité. En fait, gardez votre regard inchangé sur votre enfant. Il y a peut-être certains trucs qui vont être un petit peu différents du fait qu'il y ait eu un accident que s'il n'y avait pas eu d'accident. Mais l'accident en lui-même n'est pas... Enfin, le fait d'avoir ou pas 9 ou 10 doigts n'est pas ça qui va déterminer toute ton existence. Et en tant que parent, il y a plein d'opportunités. L'avenir, en fait, il est ouvert. Je veux dire, leur enfant, il avait 2 ans. L'avenir, il est ouvert, quoi. Quand tu es un enfant de 2 ans, tout est possible. Enfin, plein de trucs sont possibles. Il faut juste être créatif et oser se dire, ouais, en fait, c'est possible que d'aller dans un truc hyper... je sais pas, anxiogène ou alarmiste, ou de se dire, ah mince, en fait, ça va être vraiment compliqué. Peut-être il y aura des trucs compliqués, mais le monde, il est ouvert, les opportunités, elles sont ouvertes. J'étais hyper content de l'écrire, pour eux, mais pour moi aussi, en fait. J'étais, voilà. Parce qu'en fait, ce que j'ai écrit aux parents d'Antoine, que je voulais vraiment leur dire, et que je dirais peut-être à Antoine aussi, si j'en ai l'occasion, quand il sera un peu plus grand, c'est que peut-être que moi, modestement, à ma juste place, je veux bien, s'il veut bien, lui aussi, être l'un des ancêtres déjà handis, d'un lignage déjà handi, dont il ignore l'existence. Voilà, donc du coup, en fait, j'ai l'impression que la culture handi, elle peut pas se comprendre uniquement en termes de domination, d'inaccessibilité ou d'exclusion. Évidemment, c'est des choses qui existent, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi des stratégies de résistance, il y a aussi de la joie militante, il y a aussi des formes d'autonomie culturelle, et ça c'est chouette. Et moi j'ai vraiment envie qu'on puisse célébrer ça aussi, quoi. En fait, à titre personnel, j'aurais pas eu la même vie si j'avais pas été déjà handicapé. J'aurais pas les mêmes proches, j'aurais pas les mêmes expériences sensibles du monde, j'aurais pas fait une conférence gesticulée, en tout cas pas celle-là à ce moment-là, avec toutes les rencontres que ça m'a permises. J'aurais pas parcouru l'Europe pour jouer au rugby fauteuil, au point de remporter avec mon équipe le titre de champion d'Irlande en 2016. Il y avait que 4 équipes dans le championnat, mais c'est pas grave, on a quand même gagné. Je serais pas en train non plus de nouer cette relation avec Antoine et sa famille, en tout cas pas de cette manière-là. Et je serais pas non plus en train de remonter le temps avec 2 camarades très précieuses, justement à la recherche de cette histoire handi, des militants et des militantes qui nous ont précédés.
dans un projet de film documentaire, on a envie d'aller voir ces gens, de les faire parler de leur vie, de comment ils se sont politisés, qui sont eux-mêmes les personnes des générations précédentes dont ils ont pu s'inspirer, tout ça. Et en fait, c'est passionnant cette recherche. Moi, j'adore vraiment ce projet. Bon, après, des producteurs ou distributeurs, il y en a quand même un paquet qui ont pu nous dire c'est pas un peu niche quand même ce sujet? C'est pas un peu niche ce sujet? Ouais, 1 personne sur 6. Vachement niche. Voilà, ou alors ils vont nous dire mais quand même il a un peu trop de militants ce projet. Ouais, d'accord, ok. Bon, mais c'est pas grave parce que on est tenace et on a quand même pu aussi trouver des producteurs, des distributeurs un peu plus curieux ou un peu plus courageux, je sais pas. En tout cas, des gens qui sont prêts à nous suivre. Donc, il finira par exister un jour ou l'autre, ce documentaire. Voilà, il va finir par exister celui-là. Hop. C'est pas grave. Merci beaucoup. Si j'avais pas été une personne déjà handicapée, je serais pas en train d'essayer à ma juste mesure de l'incarner ou de la faire vivre, cette communauté militante, anti-validiste, enfin d'essayer en tout cas, en toute modestie. Et puis, ouais, en fait, qu'est-ce qu'on fait collectivement pour essayer de faire vivre cette culture-là? Comment on fait aussi pour aller vers cette joie militante et ces objectifs, enfin voilà, cette créativité aussi pour construire des futurs qui soient anti-validistes, qui soient autonomistes et tout ça. Voilà, j'essaye d'y contribuer à ma juste place. Voilà. Je vous propose qu'on fasse les comptes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a un sur Gramsci aussi. Bon, vous voyez où je veux en venir, quoi. En fait, pour moi, il existe un continuum qui commence avec chacune des traces, en fait, que cette hégémonie culturelle valide, elle a laissé sur moi, là. Ouais. Et en fait, c'est un continuum qui se nourrit vraiment des clichés, de la pitié, de comment faire, enfin, du choix politique aussi de garder l'espace public très majoritairement inaccessible. Et ça va jusqu'à, enfin, c'est ce même continuum qui fait aussi que, par exemple, l'allocation adulte handicapé, elle est sous le seuil de pauvreté. C'est ce même continuum qui fait aussi qu'on continue à discriminer tout un tas de gens. C'est ça aussi qui fait que on enferme dans des institutions dites spécialisées des enfants pas très différents de l'enfant que j'étais, qui reçoivent peu ou pas d'instruction au prétexte que tu comprends, c'est mieux pour eux, c'est plus adapté. C'est ce même continuum aussi qui fait que des adultes handicapés, déjà handicapés, pas très différents de celui que je suis non plus, quelques privilèges bourgeois en moins peut-être, se retrouvent dans des institutions voilà, où ils vont travailler pour moins que le SMIC, sans être couverts par le droit du travail, parfois sans choisir forcément leur lieu de vie ou des choses vraiment assez basiques de la vie autonome. Parce que c'est pareil, tu comprends, c'est bien, ça les occupe. Ouais. Ça les occupe et ils sont utiles. Alors moi je connais pas grand chose de ma culture handi et de toutes les personnes qui m'ont précédé. Mais j'en connais un peu sur une partie quand même, des personnes déjà valides, qui étaient guidées par des idées assez mortifères, qui se sont dit que c'était ok en fait peut-être d'exterminer des gens, de les stériliser de force, de nous coller des triangles noirs sur la poitrine. Voilà. Je sais pas, est-ce que ces personnes-là, elles pensaient aussi que c'était plus adapté, que c'était mieux pour nous? Allez. Hop. Bon, le problème du validisme, c'est que même quand tu l'enlèves, ça colle un petit peu à la peau quand même. En fait, j'ai l'impression que la société valide, elle assigne aux personnes déjà handicapées
un désir de devenir ou de redevenir encore valide. Alors qu'en fait, nous, tout ce qu'on veut, enfin moi, je vais pas parler pour tout le monde, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... Putain, je sais même pas ce qui m'intéresse, quoi. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de garder mon corps déjà handicapé et de ne pas être opprimé par une société validiste. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Hop. Encore un petit peu de logistique, vous m'excuserez. En fait, ne pas être opprimé. J'aurais pu dire ne pas être déporté, ne pas être exterminé, ne pas être euthanasié, ou tout un tas de trucs hyper réjouissants comme ça. Mais en fait, c'est vraiment la même logique. Celle qui dit que les vies valides valent plus que les vies handies, qui fait passer de l'un à l'autre. Et c'est pour ça, en fait. Parce que je sais qu'on se trimballe ce passé. Ah, mais c'est pas beau ça. Bon, tant pis. Ce passé qui est si lourd. Oh non, c'est bon. Merci beaucoup. C'est parce qu'on se trimballe ce passé qui est quand même si lourd. Et ce présent qui est pas hyper léger non plus. Parce que je sais à quel point c'est subversif. Mais c'est vrai. Et je vous demande de me croire. Quand je dis que pour moi, être une personne handicapée, déjà handicapée, c'est une composante essentielle à mon bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir d'être venus. Bravo et merci Alexandre. Bah, merci à vous d'être venu avec vos yeux et vos oreilles. Voilà. Si vous avez envie de participer à ce travail, vous pouvez le faire régulièrement, mais on fonctionne au prix libre, c'est-à-dire qu'on ne vit pas dans un monde qui est égaux, on n'a pas tous le même rapport à l'argent. Donc en aucun moment c'est à vous de compenser le fait qu'il y ait des inégalités économiques qui fait qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Donc si vous ne pouvez rien mettre, c'est ok. Et si vous pensez que vous pouvez mettre plus pour compenser ce qu'on moins, c'est aussi possible. C'est vous qui choisissez la valeur que vous donnez à votre argent ce soir. Donc il y a ce petit chapeau. Une autre manière de soutenir Alexandre, c'est par exemple de le reprogrammer dans d'autres lieux. La maison citoyenne, à chaque fois on organise ça de manière bénévole sur du temps gratuit. Donc en fait, si vous connaissez des lieux, des gens qui ont de l'énergie et des moyens pour accueillir plus facilement ce genre de conférences gesticulées et des lieux accessibles, n'hésitez pas à pousser pour que ces témoignages-là et ces paroles-là existent ailleurs que dans des petits cafés associatifs, même si on les adore.